Allez-y. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous voyez bien l'écran de notre présentation. Donc, on va vous présenter le cours en ligne qu'on a développé dans le cadre du projet ressources pour proposer un outil un peu novateur pour identifier et dénombrer les oiseaux d'eau en Afrique du Nord et au Sahel. Mais on va d'abord vous présenter un peu le contexte de développement de ce MOOC. Donc, en effet, quand on a voulu évaluer les tailles des populations et la distribution des populations d'oiseaux d'eau, on s'est rendu compte qu'il fallait des comptages qui soient coordonnés au niveau international. Et donc, c'est comme ça qu'a été créé le programme de dénombrement international d'oiseaux d'eau il y a plus de 60 ans. Et donc, ces données qui ont été collectées sur le terrain de manière coordonnée au mois de janvier, tout le temps à la mi-janvier, et c'est encore d'actualité, sont transférées à l'ONG Wetlands International, basée en Hollande et au Sénégal. Et ces données du terrain vont ensuite servir aux conventions internationales comme l'AOA pour la conservation des oiseaux migrateurs entre Afrique et Eurasie, ou la convention de Ramsar sur les zones humides d'importance internationale. Et donc, ce programme de dénombrement international des oiseaux d'eau est un des programmes de suivi de la biodiversité les plus importants, puisqu'effectivement, il est réalisé dans une centaine de pays, excepté en Amérique du Nord où ils ont un autre programme. Et ce sont donc des millions d'oiseaux qui sont comptés chaque année à la mi-janvier. Et on s'est rendu compte que pour améliorer la collecte, la qualité, la quantité des données, notamment en Afrique du Nord et au Sahel, c'était important de se regrouper en réseau. Et donc, il y a notamment un réseau qui s'appelle le réseau Oiseaux d'eau Méditerranée, qui est coordonné depuis la Tour du Valat, qui a regroupé en 2013 les 5 pays d'Afrique du Nord pour effectivement mettre en commun leurs données pour pouvoir faire des analyses. Et depuis, ça s'est étendu au nord de la Méditerranée. Donc, pour continuer à avoir des collaborations scientifiques et techniques. Et donc là, c'est juste un exemple pour montrer les sites importants en Afrique du Nord pour les oiseaux d'eau. Et donc, il y a encore des sites qui sont d'importance internationale et qui pourtant ne sont pas désignés Ramsar. Et donc, un autre projet sur une autre zone qui a été développé depuis 2017, c'est le projet ressources. Donc là, cette fois-ci, on a voulu avoir des sites pilotes dans le Sahel et donc sur 5 pays, 5, 6 pays au Sahel et dans la vallée du Nil, afin de mettre à jour les dénombrements d'oiseaux d'eau qui étaient réalisés par l'ONCFS dans les années 2000. Et donc, le but, c'était d'avoir plus de données pour améliorer et revoir la taille des populations et leurs tendances, de voir si l'utilisation, donc le prélèvement, la chasse des oiseaux d'eau était effectuée de manière durable ou non. Et donc, pour avoir toutes ces données de meilleure qualité, de meilleure quantité, il y avait un gros volet renforcement de capacité. Donc, c'est dans ce cadre-là que le MOOC a été développé. Donc, le projet ressources a œuvré à mettre à jour ou des fois à faire des découvertes, notamment au Soudan, par exemple, sur des zones qui n'avaient jamais été comptées, ou de mettre à jour, comme par exemple les données au lac Tchad qui avaient été comptées en 2008. Et en 2022, on a eu l'opportunité de faire un dénombrement aérien. Et donc, l'estimation de l'abondance totale des oiseaux d'eau, ça a été estimé à plus de 2,5 millions. Et donc, on a d'autres sites importants comme le delta du fleuve Sénégal, qui est compté depuis chaque année, depuis plus de 30 ans, ça par les partenaires de la direction des parcs et l'OMPO. Et malheureusement, au Mali, le delta intérieur du Niger, qui est une zone majeure d'hivernage des oiseaux d'eau, donc en dehors des périodes de reproduction, et malheureusement, pour des raisons évidentes de sécurité, on n'a pas pu mettre à jour les comptages sur cette zone. Alors, pour illustrer ce que vient de dire ma collègue Clémence, nous pouvons prendre l'exemple de la barge à queue noire. Il faut bien se rendre compte que en Europe, beaucoup de zones humides sont aujourd'hui réduites et drainées, entourées de macadam.
qui permettent un accès de tous les côtés pour compter des petites pastilles de zone humide, comparé par exemple aux grandes zébras d'Afrique du Nord ou du Sahel, ou les grandes plaines d'inondation du Sahel, qui sont encore immenses, heureusement, même si elles sont menacées, qui ne sont pas du tout entourées d'infrastructures routières et d'accès. Ce qui fait que le challenge de dénombrer ces zones humides au Sahel en Afrique du Nord est bien supérieur à celui de dénombrer les zones humides dans le cadre des DIE en Europe occidentale, où en plus, il y a de très nombreux volontaires qui ont le loisir de faire ça le week-end et de contribuer bénévolement à ce suivi international. Et donc, on a essayé d'appuyer, avant de fournir des outils modernes de formation, on a essayé d'appuyer les observateurs nord-africains et sahéliens aussi par l'action sur le terrain. Et c'est ainsi que on s'aperçoit sur des sites quasiment méconnus, comme par exemple une pleine inondation au nord du lac Fitri, qu'il existe des sites qui abritent encore des effectifs très importants. Sur la photo, par exemple, on voit là l'équivalent de presque un quart de la voie de migration de la barge à queue noire, qui est pourtant supposée être très en déclin. Là, ce qu'on voit, c'est un vol de 30 000 barges à queue noire à peu près. Alors, la barge Eco-Noire, grâce à la collaboration dans le cadre du projet Ressources avec nos partenaires sahéliens, on arrive à reconstituer un peu un réseau de sites importants qui permet peut-être d'actualiser les tailles de population et donc à terme les tendances. Et ensuite, avec ces données actualisées, obtenues avec ces collaborations précieuses avec les partenaires nord-africains et sahéliens, on a moyen de reconstituer des jeux de données qui nous permettent à terme d'arriver à des modélisations de tendance qui sont les outils d'aide à la décision recherchés par les bailleurs et par les institutions telles que la Convention de Ramsar et l'accord AEWA ou la CMS dont a parlé Clémence tout à l'heure. Alors, on vous présente en primeur des modélisations de tendance qui sont encore en cours. Avec nos partenaires et notre petite équipe de Tour du Vala OFB, nous avons essayé de rénover, de toiletter les jeux de données de Wetlands International pour les préciser dans l'espace et pour y ajouter les données on a pu collecter sur des sites qui n'étaient pas comptés depuis longtemps. Ce qui fait que, on arrive à rassembler des jeux de données rénovés sur les voies de migration et les populations telles que définies par Wetlands International. Alors, par exemple, eh ben, effectivement, on s'y attendait certes, mais on s'aperçoit qu'il y a des sites, donc on s'aperçoit d'un déclin de la barge à queue noire, on le savait, mais on s'aperçoit que des sites comme par exemple le lac Fitry en bleu peuvent être encore très importants actuellement, euh, même si les modèles démographiques nous montrent qu'il y a quand même un déclin évidemment de cette espèce, qui était bien plus abondante dans les années 80 90. Cette tendance au déclin est malheureusement significative. C'est le cas de plusieurs espèces. C'est pas le cas de toutes les espèces. Et alors, par exemple, la sarcelle d'été, je pense que, même exercice, je pense que là aussi, c'est un gros déclin. Sur le comptage de 2022, qu'on a eu la chance de réaliser sur le lac Tchad, ainsi que l'a précisé Clémence tout à l'heure, on a trouvé des effectifs inférieurs aux effectifs trouvés dans les années 2000 par l'ONCFS. L'ONCFS avait des effectifs à 600 000 oiseaux dans les années 2007-8. Nous avons estimé à seulement 250 000 en 2022, donc il y a clairement un déclin qui se confirme sur les autres sites. Voilà, et effectivement, cette tendance est certainement significative, hélas. C'est pas le cas de toutes les espèces. Même exercice pour la spatule blanche. Et là, on a clairement, effectivement, une augmentation avec une grosse importance ROM en rose de la Méditerranée et une assez maigre importance des zones sahéliennes pour le coup pour cette espèce, dont on peut peut-être imaginer, on peut peut-être supposer qu'elle bénéficie des importantes actions sur les sites de nidification en Europe occidentale. Et effectivement, statistiquement, on a bien une augmentation. Toutes les nouvelles ne sont pas forcément mauvaises, même si l'ensemble est quand même un petit peu triste de temps en temps. Et donc, toujours pour rester dans le contexte, pour avoir toutes ces données, on avait développé donc l'équipe de l'Office français de la biodiversité et de la Tour du Vala, des projets dans lesquels il y avait toujours des activités sur le terrain, des formations sur le terrain, des formations en salle
pour gérer les données, parce qu'effectivement, il ne suffit pas de savoir identifier et compter les données. Et on avait aussi développé donc un guide de terrain en langue arabe pour toute l'Afrique du Nord et un CD avec déjà des modules en PDF, pareil, qui avait été disponible en 4 langues. Et un peu comme Pierre avec les séminaires, au moment du Covid, on s'est demandé comment on allait pouvoir continuer à faire des formations. Parce que le constat, c'est qu'effectivement, toutes ces formations sont dépendantes des projets et que pour autant, pour identifier et dénombrer les oiseaux d'eau, il faut une pratique très régulière sur le terrain et pas une seule fois par an quand les projets apportent de l'argent. Donc, on s'est demandé comment pérenniser cette formation et comment développer des outils gratuits et accessibles en ligne. Et donc, on s'est dit, bah, effectivement, l'option d'un cours en ligne pouvait tout à fait correspondre. Et on voulait un MOOC qui soit disponible à tous et notamment en visant les professionnels de la faune sauvage. Donc, on a commencé à regarder un petit peu les MOOC dans le monde, ce que ça représentait. Effectivement, il y a plus de 220 millions de personnes qui sont inscrites en MOOC en 2021, à des MOOC en général. C'est aussi des supports qui sont développés par des universités. Et en tout, on a trouvé plus de 19 000 MOOC proposés en ligne dans ces années-là. On s'est intéressé particulièrement à une plateforme développée par le programme des aires protégées en Afrique, pour la conservation des aires protégées en Afrique par l'IUCN, et qui a développé une plateforme spécifique pour la formation, donc qui s'appelle MOOC Conservation et qui aujourd'hui a développé plus de 16 cours en ligne qui sont à chaque fois disponibles en anglais et en français. Ils ont eu plus de 140 000 personnes inscrites. Ils ont délivré plus de 13 000 attestations. Ils ont aussi fait une sorte de certification, une reconnaissance par l'université de Senghor à Alexandrie. Et avec, ils touchent des apprenants de beaucoup de pays, et notamment en Afrique du Nord et au Sahel. Et ils accueillent aussi des MOOC partenaires. Euh, do- donc, malgré tout ce qui était disponible dans les cours en ligne gratuits, aucun MOOC n'était entièrement dédié à l'ornithologie et n'était entièrement gratuit. Donc ça, c'était notre constat. Et pourtant, alors vous pouvez jouer rapidement derrière votre écran. Il va y avoir une petite série de quiz où on reste 5 secondes sur chaque question. Est-ce que vous saurez identifier quelle silhouette représente un chevalier? Alors, vous avez 10 secondes. On pourra donner les scores après dans le chat. Donc, c'est bien la silhouette numéro 3 qui représente le chevalier. Ensuite, ça, c'est le type de quiz qui est disponible aussi dans le MOOC. Donc, vraiment sur photo, quel est cet oiseau? Donc, effectivement, c'est le chevalier guignette. Donc, avec la possibilité de voir la correction et de voir les critères, etc. Et ensuite, pas uniquement l'identification, mais des comptages. Donc, combien d'oiseaux estimez-vous dans cette image? Et donc, il y en a effectivement plus de... Il y en a environ 300. Et donc, pour les dénombrer et dénombrer des grands groupes, et là encore, c'est pas un groupe immense, mais on peut utiliser la méthode des blocs. Donc, ça, tout ça, ce sont des aspects qui sont abordés dans le MOOC. Et donc, je vais laisser Julien vous présenter en détail le contenu. Merci Clémence, merci Pierre. Effectivement, donc on a vu que c'était dans le cadre de renforcement de capacité qu'on a voulu créer ce MOOC. Donc je vais vous présenter de manière synthétique les grandes lignes du MOOC et puis après on rentrera un peu plus dans les détails module par module. Donc le MOOC c'est 6 modules. En résumé, c'est en comptant à peu près un peu plus d'une heure, entre 1 heure et 1 heure et demie par jour pendant 6 semaines. On arrive sur une quarantaine d'heures de cours pour le suivre de A à Z. C'est un MOOC, comme vous l'a dit Clémence, qui est entièrement gratuit et qui est diplômant, c'est-à-dire qu'on obtient une attestation de réussite sous certaines conditions que je vous développerai tout à l'heure.
L'objectif de ce MOOC, c'est d'apprendre évidemment à identifier 210 espèces d'oiseaux d'eau. Donc, c'est les 210 qui concernent l'Afrique du Nord et le Sahel qu'on a pris dans la liste des 255 espèces d'oiseaux d'eau de la loi. D'apprendre à les bases pour dénombrer des grands groupes d'oiseaux, savoir comment faire, différentes techniques qui sont abordées. Et le tout étant pour répondre aux objectifs stratégiques des deux grandes conventions dont nous avons parlé, Pierre et Clémence, que sont l'AEWA et Ramsar. L'objectif final, c'était bien sûr de renforcer les réseaux d'observateurs africains, et notamment susceptibles de participer aux dénombrements internationaux d'oiseaux d'eau de la mi-janvier. Donc, je passe sur la plateforme que Clémence vous a déjà présentée. C'est notre MOOC est donc hébergé sur la plateforme MOOC Conservation de l'UICN. Et vous aurez de toute façon les moyens d'y accéder. On vous donnera tout ce qu'il faut à la fin. Ça, je vais passer rapidement. Donc, évidemment, comme tous les gros projets, on n'est pas seul à bosser dessus. On a une petite équipe composée de la FAO, de l'OFB et de la Tour du Vala, qui est le noyau dur qui a travaillé de A à Z sur cette formation pendant quand même 4-5 ans. Et puis, bien sûr, on a d'autres partenaires, tous les partenaires techniques du projet ressources, des prestataires aussi spécialisés dans différents domaines. Et je citerai quand même Sempar, la station ornithologique de Sempar, qui nous a aussi apporté un soutien financier et avec qui on a pu développer certaines séquences qu'on vous présentera tout à l'heure. Donc le MOOC, encore une fois, de manière synthétique, c'est plus de 23, enfin c'est 23 précisément intervenants filmés. Donc en gros des interventions d'experts qui sont des responsables des têtes de réseau ou des experts locaux ou internationaux sur différents sujets. Là, vous avez Evelyne Moloko de la l'AOA, vous avez Laura Damy qui coordonne le projet ROM, vous avez Maury Diallo qui est un spécialiste sur les questions de ressources vivrières chez les oiseaux d'eau et qui a mené des enquêtes dans le delta intérieur du Niger au Mali. Et puis Abakar Saleh Wachoum, qui est le coordinateur national du Tchad sur les dénombrements d'oiseaux d'eau. Donc il y a pas mal d'interviews, mais il y a aussi tout un tas de supports médias différents. On a souhaité que ce soit, vous l'avez sans doute remarqué, cette présentation, c'est pas un PowerPoint, c'est ce qu'on appelle un Geniali. Donc c'est ce qu'on a utilisé pour garder en fait l'attention de l'apprenant. C'est quelque chose qui a été développé avec le prestataire qui nous a aiguillé sur le parcours pédagogique. Et donc l'idée c'était d'avoir ce qu'on appelle des pop-up ou des. Alors là c'est une capture d'écran, ça fait rien si je clique dessus, mais vous voyez il y a des petits plus ou des là ici si je clique ici normalement ça lance une vidéo, là ça ouvre une fenêtre, etc. Donc c'est une manière de que l'apprenant reste acteur, reste actif et pas seulement passif. On voit souvent des MOOC où c'est comme un cours en amphi avec un PowerPoint et un professeur qui parle par-dessus. On voulait pas quelque chose comme ça, on voulait quelque chose de plus proactif. Donc il y a des animations, des motion design, il y a voilà, des vidéos, ce qu'on a appelé des pauses ludiques, qui sont en fait des petits quiz pour s'entraîner au fur et à mesure de la formation, des tests de comptage, comme l'a montré Clémence tout à l'heure, avec la fameuse méthode des blocs, là où on reproduit une image mentale, on compte un premier bloc et puis on reproduit. Enfin voilà, des choses comme ça. Au total, ce sont 39 présentations animées ou commentées. Donc là, c'est juste un catalogue illustratif. Faut vous dire que chaque présentation correspond en gros à une séquence et que chacune de ces petites présentations, c'est en moyenne 30 à 40 slides. Ça peut monter jusqu'à 70 pour les plus complètes. Donc voilà, il n'y a pas de prérequis pour débuter ce cours, mais on a souhaité que ce soit le plus complet possible. Donc vous verrez dans le plan de cours on a pensé aussi, pas juste à identifier les espèces, mais aussi savoir pourquoi on fait ça, dans quel but et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données à la fin. Et une des parties les plus copieuses, se compose de vidéos. Il y a plus de 6 heures de vidéos pédagogiques. Donc, on a souhaité que ce soit des vidéos pour que ça reflète au maximum la réalité du terrain. On voit souvent des cours ou des supports avec des belles photos de profils d'oiseaux plein cadre, en bonne lumière. Malheureusement, c'est rarement comme ça qu'on les voit sur le terrain. Donc, on s'est dit que les vidéos pourraient refléter un peu mieux les réalités de terrain. Et donc, je vais pas forcément détailler précisément ici, mais vous avez des vidéos notamment plus courtes qui apparaissent plutôt dans le module 3A, donc qui consiste à apprendre à décrire correctement un oiseau pour arriver à une identification
correct. Donc, c'est plus des vidéos qui vont parler de la morphologie, des pièges, enfin des traits comportementaux ou des conditions d'observation qu'il faut relever sur le terrain. Et puis des vidéos plus longues, qui est la seconde partie du module 3, donc le 3B, et où là, c'est des vidéos qui vous présentent. On a regroupé en fait ces 210 espèces en 8 grands groupes. Alors, on ne peut pas parler de famille parce que ça respecte pas toujours la taxonomie, mais pour les ornithos, il y en a un paquet dans l'audience. Par exemple, on a regroupé les jacanas avec les ralidés, parce qu'il y a quand même plus de chances de confondre un jacana avec un râle ou une marouette qu'avec un chevalier ou une barge, même si les jacanas sont des limicoles. Et donc, ça présente les grandes familles ou les grands genres, savoir en fait quand on est face à un oiseau, qu'est-ce qu'il faut regarder pour le rattacher à la bonne famille ou au bon genre, quels sont les principaux pièges d'identification à éviter. Donc, ça passe par des grands rubriques sur les mœurs en commun, les habitats en commun ou des choses comme ça. Et puis, à la fin de ces vidéos, on présente les différentes espèces qui composent ces familles et qui sont présentes en Afrique du Nord ou au Sahel. Vous aviez quelques exemples là qui défilaient. Et donc, quand on veut aller plus loin dans l'identification des espèces, on consulte les fiches espèces. Donc, on a fait 219 fiches espèces, donc 210 pour les oiseaux d'eau, et qui sont des monographies relativement complètes quand même, hein. Il y a la plus longue fiche espèce peut faire 20, enfin, fait 20 pages, je crois, sur le goéland brun. En moyenne, elles font plutôt une dizaine, quinzaine de pages. Mais c'est voilà, c'est des monographies assez complètes avec les rubriques, différentes rubriques qui reviennent la- presque dans toutes les fiches que vous avez là listées à droite. Et puis 9 fiches de plus parce que justement c'est suite au partenariat avec la station ornithologique de Sempar qui coordonne un plan d'action sur les oiseaux dits terrestres, oiseaux migrateurs terrestres d'Afrique-Eurasie. Et donc on a voulu pour faire une passerelle aussi sur ce plan d'action. On a voulu rédiger quelques fiches sur des espèces qui sont dites terrestres, mais qui, à un moment ou à un autre de leur cycle annuel, sont inféodées quand même aux zones humides. Et qui concernent bien entendu la région, la moitié nord de l'Afrique. Voilà un simple catalogue non exhaustif des fiches espèces. Donc voilà, c'est des monographies qui sont disponibles sur la plateforme de l'UICN Papaco, gratuitement, téléchargeables, voilà, consultables et téléchargeables gratuitement. Donc c'était un gros travail qui a été fait notamment, pour ceux qui les connaissent, par des très bons ornithos. Ça a été rédigé par Yves Kaiser, Jean-François Blanc et Maxime Zouka, pour ne pas les citer. Il y a aussi la possibilité dans le MOOC de s'entraîner. Donc ça, c'est un autre partenariat qu'on a développé avec des collègues, enfin avec des partenaires norvégiens. Il y en a sans doute parmi vous qui connaissent aussi. C'est le site birdid.no, qui est un site de référence pour s'entraîner à identifier sur photo des oiseaux dans tout le paléarctique occidental. Et ils nous ont créé un onglet dédié avec nos 210 espèces d'oiseaux d'eau. Et donc, on peut paramétrer son propre quiz. On choisit l'onglet North African and Sahelian Waterbirds. Et puis, on peut choisir donc, voilà, soit un temps pour répondre aux questions, des alternatives ou non, soit on saisit le nom de l'espèce directement. Voilà. Donc, tout ça pour s'entraîner à identifier enfin, avec les fiches espèces et les vidéos qu'on a vues avant, avec l'objectif à terme de passer au quiz d'évaluation diplômant qui, eux, sont sur la plateforme MOOC Conservation. À la fin de chaque module, il y a une série de questions. Donc au total, il y a 190 questions. Et donc on peut s'entraîner autant qu'on veut avant. Donc, ça, c'est le diplôme, je sais pas s'il apparaît, il cache un peu le reste, mais voilà, donc 190 questions avec pour obtenir ce certificat de réussite, comme la condition, c'est d'avoir au minimum 70% de bonnes réponses, donc 133 sur les 190. Et on le verra, mais à terme, on espère faire comme a fait l'UICN Papaco pour pouvoir faire reconnaître ce diplôme et qu'il ait plus de valeur, reconnaître par des écoles ou des universités, notamment africaines. Donc là, on arrive dans le plan de cours. Je vous présente le plan de cours. Très rapidement, il peut se répartir en 3 blocs. Le premier, c'est plutôt ce qu'on a appelé la contextualisation. Donc, c'est l'écologie et les fonctions ou les rôles écologiques des zones humides et des oiseaux d'eau. Et puis, la présentation des différents acteurs
qui travaille de près ou de loin sur ces questions dans la moitié nord de l'Afrique. Le deuxième bloc, c'est ce qu'on a appelé le cœur du MOOC, où c'est vraiment le plus copieux. Et donc là, on apprend à décrire un oiseau, identifier la bonne famille, identifier la bonne espèce et dénombrer. Donc ça, c'était l'objectif principal du MOOC. Et la dernière partie qui est plus sur la valorisation des données, donc comment on les saisit depuis le terrain et on les transmet jusqu'aux rapports nationaux, internationaux qui sont publiés. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de ces données? Comment on valorise les résultats tous ces suivis qui sont faits ornitho. Donc, je vais vous présenter, je vais essayer d'être rapide parce que je sais pas quelle heure il est, mais on est sans doute pas en avance. Module par module, mais je vais faire court, je vous rassure. Donc, voilà, il y a 5 séquences dans le module 1. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment sur la définition et l'écologie et le rôle des zones humides. Donc, d'abord, une première partie sur les fonctions ou les services écosystémiques des zones humides. Une deuxième partie qui est présentée par Jamie Skinner sur les usages de l'eau, donc tous les enjeux liés à l'accès à l'eau, notamment au Sahel et en Afrique du Nord. Une troisième séquence qui est présentée par Maury Diallo, donc sur l'exploitation vivrière des oiseaux d'eau dont je vous parlais tout à l'heure, avec l'exemple du delta intérieur du Niger au Mali. Donc les oiseaux d'eau étant une ressource alimentaire, enfin une source de protéines et de revenus pour certaines populations locales. Une quatrième séquence qui est une conférence en fait sur la migration des oiseaux d'eau présentée par Maxime Zouka en 4 vidéos. Donc voilà pour montrer les différents traits écologiques des différentes espèces et évidemment avec des exemples d'oiseaux qui passent dans ces zones qui nous concernent. Et une dernière séquence préparée par Clémence Deschamps et co-signée par le grand Léo Zwart sur les menaces que rencontrent les oiseaux migrateurs tout au long de leur voie de migration et donc qui nous a été permise, enfin qui a été ajoutée grâce au soutien de SEMPAR. Un module 2, je reviens au plan de cours, je repasse sur le module 2. Donc le module 2, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la parole qui est donnée aux acteurs. On présente les différents acteurs. Donc d'abord une première séquence sur pourquoi on fait ces dénombrements, à quelle échelle, à quoi ça sert et qui s'en empare. Une deuxième séquence qui présente le réseau oiseaux d'eau Méditerranée dont on vous a déjà parlé. Une autre séquence présentée par Mark van Roemen de la Société ornithologique de Sauvon aux Pays-Bas qui présente la voie de migration Est-Atlantique, la East Atlantic Flyway qui s'étend de la mer des Wadden jusqu'en Afrique australe et qui fait un petit focus sur l'Ouest africain. La parole qui est donnée à Pierre Camprenou aussi, qui nous parle, qui donne ses expériences au banc d'Arguin, notamment en Mauritanie et dans la réserve des Bijagos. Et puis Abakar Saleh Wachoum et Hichem Azafzaf qui nous présentent leur travail de coordinateur des dénombrements internationaux, respectivement au Tchad et en Tunisie, avec quelques anecdotes aussi. Et puis on vous présente les 2 grandes conventions qui œuvrent à la conservation des oiseaux d'eau et des zones humides, que sont la l'AEWA et la Convention de Ramsar. Et pour terminer, un petit focus aussi sur le plan d'action LAMLAP, donc le plan d'action sur les oiseaux migrateurs terrestres dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc là, on rentre dans le cœur du MOOC. Le module 3A, qui se compose de 4 séquences. Donc là, l'objectif, c'est d'apprendre à décrire correctement un oiseau. Donc, quand on est sur le terrain, on est face à un oiseau, qu'est-ce qu'on regarde? D'abord, une première séquence sur la morphologie. Donc, qu'est-ce qu'on doit regarder sur le bec, sur les pattes, sur les ailes. Voilà. Une seconde séquence sur la topographie de l'oiseau, où on apprend les termes, comment nommer correctement les différentes parties d'un oiseau. Donc là, les détails, par exemple, de la tête ou comment nommer les différentes plumes de vol sur une aile. Une partie qui aborde plus la question des couleurs et des motifs, comment on les décrit aussi, quels termes utiliser, et puis comment appréhender ça en fonction de la luminosité, de la distance, hein, voilà, différents exemples. Et enfin, une dernière séquence qui est plus sur la biologie ou l'écologie des oiseaux, où effectivement on prend en compte aussi, en fonction de la zone géographique dans laquelle on est, de la période de l'année à laquelle on fait notre observation, ou de l'habitat dans lequel on est en train d'observer, ça peut être des critères à relever aussi sur le terrain pour affiner une identification et aboutir à une identification correcte. Et donc,
le module 3B qui est le plus copieux, qui est le plus long. Il y a 5h30 de vidéo à regarder. On a estimé rien que ce module à 15 heures de temps à passer parce qu'il s'agit de regarder les fameuses vidéos dont je vous parlais qui peuvent être très longues. Hein. Pour les limicoles, c'est 2 fois 1 heure parce qu'il y a 64 espèces différentes traitées dans la zone géographique concernée. Et donc voilà, oui, quelques extraits de ces vidéos, mais il faut regarder ces vidéos, évidemment, essayer de prendre des notes, faire des arrêts sur image, essayer de se souvenir de ce qui est indiqué dans ces vidéos. Et puis, bah, ça comprend aussi le temps passé à s'entraîner pour voir si on a bien retenu les critères et si on arrive à faire des bonnes identifications sur le site birdid.no. Et éventuellement consulter aussi, pour aller plus loin encore dans l'identification de chaque espèce, consulter les fiches d'identification, sachant que tous les apprenants ne sont pas obligés d'aller regarder les 210 fiches espèces. Ils peuvent aussi se concentrer sur les espèces qui sont dans la zone géographique enfin, qui les intéressent. On a notamment sur la zone géographique des espèces qui sont très localisées sur les abords de la mer Rouge. Si on habite au Sénégal, c'est pas forcément nécessaire d'aller apprendre à identifier par cœur la sterne de Sanders. Voilà, je repasse la parole à Pierre. Alors, les 4 premiers modules présentent pourquoi suivre les oiseaux migrateurs, notamment en Afrique du Nord et au Sahel, et comment les identifier. Et le 4e module présente comment les dénombrer. Il y a donc la mise en place de petites méthodologies assez classiques, assez connues, mais qui demandent de la pratique et un peu de méthode. Donc, c'est la fameuse méthode des blocs, qui est connue de tous les ornithologues, bien sûr, mais qui est une efficacité redoutable quand il n'y a pas moyen de faire autrement, notamment. Alors, c'est un peu expliqué en détail pour les groupes monospécifiques ou plurispécifiques. Et puis, des recommandations basiques que peut-être certainement beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais qui sont toujours bonnes à rappeler, sont énumérées. Et puis, on essaie d'amener l'auditeur un chouïa plus loin en essayant d'envisager le cas où la zone humide, contrairement à l'Europe souvent, est trop vaste, trop immense pour être dénombrée d'un coup d'un seul. Et dans ce cas-là, il faut passer à l'échantillonnage, qui est légèrement plus sioux. Le but n'est pas du tout de faire un module ou une séquence de statistiques, mais il est difficile de ne pas envisager, quand on rencontre des zones humides aussi vastes que celles qui existent en Afrique du Nord ou au Sahel, telles que par exemple le lac Nasser en Égypte, de ne pas échantillonner. On peut échantillonner dans le temps, dans l'espace, on peut échantillonner en bateau ou en avion, et en avion, on peut même échantillonner avec des méthodes un peu plus sophistiquées qui sont abordées très brièvement, comme par exemple le distance sampling qui permet de prendre en compte les imperfections de détection. Une fois que on a vu les aspects d'identification et de dénombrement des oiseaux d'eau, il est très important de s'attacher à sécuriser, bancariser et soigneusement toiletter les données collectées, car elles sont très précieuses, elles sont très coûteuses à collecter, et donc il faut les valoriser au maximum. Et donc, avant de les valoriser, il faut les bancariser dans des bases de données. Et tout cela est présenté, évidemment, de façon assez docte. Tout ça passe essentiellement par le coordinateur national, qui joue un rôle évidemment central. Chaque pays, idéalement, de se doter d'un coordinateur national. On a un peu le souhait que chaque apprenant de ce MOOC il aura la volonté de se référer à ce coordinateur national. Donc évidemment, les données de comptage, dans un sens ou dans l'autre, que ce soit de l'observateur vers la coordination mondiale, la Wetlands nationale, ou dans l'autre sens, doivent passer par le coordinateur national. C'est extrêmement important. La saisie de données sur le terrain et sur informatique est également abordée. Et une fois qu'on a bien abordé cet aspect de bancarisation, de sécurisation des données, on présente un petit peu rapidement quelques options, quelques pistes d'analyse et de valorisation de ces données de suivi d'oiseaux d'eau, parce que, évidemment, ces données collectées depuis les années 60 grâce à ce qui était autrefois le Biroué et aujourd'hui grâce à Wetlands International et à toutes les ONG et administrations dans le monde constituent un jeu de données sur la biodiversité qui est extrêmement précieux et qui, évidemment, suscite de nombreuses analyses. Les analyses peuvent se faire à l'échelle du site, et on s'aperçoit que les grands sites sont effectivement très importants à suivre, les sites importants recèlent un maximum d'informations. On peut se servir de ces données de dénombrement pour les confronter à des données de prélèvement et les intégrer dans des petits modèles simples
qui permettent d'évaluer la durabilité de ces prélèvements, qu'ils soient touristiques ou vivriers. Alors, il peut y avoir des prélèvements vivriers, des prélèvements culturels notamment. On en présente brièvement ben, quelques aspects. Et puis, quand il s'agit d'espèces avec des enjeux de conservation fragiles, euh, compliqués, on présente un peu les moyens utilisés et mis en œuvre pour valoriser les données de comptage au service de la planification stratégique et des actions de conservation. Et ça passe notamment par la participation à des conventions internationales dont on a déjà parlé aujourd'hui à l'instant, notamment la désignation de zone Ramsar, qui constitue la première convention internationale de conservation de la nature et qui connaît un succès réel et qui est relativement prestigieuse en Europe et en Afrique notamment. Et puis sur les sites dont on sait grâce au comptage qu'ils ont une forte valeur patrimoniale, notamment pour les oiseaux d'eau, on aborde brièvement des, des problématiques d'exploitation durable des ressources naturelles, comme par exemple le nénuphar, qui permettent ben, un développement durable pour les populations locales et une conservation pour les oiseaux migrateurs. Enfin, ce dernier module de valorisation et des données de dénombrement présente quelques réalisations et quelques vidéos pour montrer le pouvoir de plaidoyer de ces données de dénombrement et de ces activités de dénombrement. Et je passe la parole à Clémence pour la conclusion. À moins Ah, qu'on lance. oui. Alors, je crois que malheureusement, le son ne fonctionne pas, le son de l'ordi, mais on voulait quand même vous montrer, puisqu'on vous en parle quand même depuis un moment. Voilà, il y a un petit teaser qui a été fait celui-là par la FAO. Il présente le MOOC. Alors, vous n'avez pas le son, mais normalement, il y a le texte. Eh oui, je me demande si... On voit pas ça, non. Donc effectivement, comme on vous l'a présenté et redit, pour développer ce cours en ligne, c'était énormément de partenaires qui étaient impliqués. Donc il y avait plus de 70 personnes pour la création du MOOC, que ce soit pour la communication des ornithologues, bien évidemment,
de la rédaction, du graphisme et des vidéos. On a fait une première campagne de communication donc pour la première session en ligne qui était en septembre dernier. Et donc, cette première session qui a eu lieu de mi-septembre à mi-décembre, on a eu plus de 1600 personnes qui se sont inscrites, donc on était assez contents pour un premier MOOC. Et il y a eu plus de 240 personnes qui ont complété la moitié du MOOC et 172 personnes ont eu la certification. Et donc, on voit effectivement quand on connaît après les pays dans lesquels étaient les personnes inscrites, ça a complètement touché notre public cible, avec notamment en Afrique. Ah, j'ai sorti une page. On a eu plus de 97% de recommandations, donc entre 4 et 5 étoiles. Donc, les gens étaient quand même assez contents. Et en gros, les améliorations qui pourraient être faites, c'est notamment la possibilité de pouvoir télécharger plus de contenu. Donc, effectivement, aujourd'hui, les fiches espèces sont disponibles de téléchargement en PDF. Mais maintenant, on va pouvoir rendre accessible au moins les présentations. Mais malheureusement, vu que maintenant, il y a beaucoup de contenus qui sont disponibles en ligne, qui sont mis à jour régulièrement sur les conventions, d'autres vidéos de présentation, des interviews, etc. Il y aura quand même toujours besoin de se connecter, pas perdre trop de contenu. Donc en gros, il y avait certains trouvent que le contenu était trop long, trop compliqué. On a eu d'autres qui auraient préféré un contenu un peu plus dense. Voilà, donc on va essayer d'améliorer autant que possible pour la deuxième session. Donc les inscriptions sont déjà ouvertes. Donc là, il y a une petite coquille, sont ouvertes depuis vendredi dernier. Donc, vous pouvez vous inscrire. Par contre, l'ouverture et l'accès au contenu sera disponible uniquement à la mi-septembre. Et par contre, on va le laisser ouvert plus longtemps parce que c'est estimé pour le faire à 1 mois et demi. Mais en fait, on considère que si on le fait sur 6 mois, ce sera déjà très bien. Donc, on espère pour cette seconde session on espère que cette conférence déjà vous aura donné envie de vous inscrire ou de partager en tout cas ce lien. On va essayer d'apporter quelques améliorations et la perspective, non pas pour cette seconde session, mais vraiment pour la suite, ce sera effectivement de le proposer dans d'autres langues, notamment en anglais et en arabe. Et ensuite d'avoir donc la certification par une ou des universités africaines, notamment en charge de la faune sauvage. Et pour accompagner ce MOOC, on souhaiterait aussi rééditer le guide de terrain qui avait été édité par l'ONCFS il y a longtemps, donc c'est un petit peu daté, et réactualiser un peu ce guide et le rééditer pour que ça fasse un outil complètement complémentaire au MOOC, donc avec un outil de terrain. Donc voilà, on espère que tous ces contenus vous ont donné envie et on a deux interviews de personnes qui ont eu la certification. Et, notamment, donc ça, c'est deux personnes qui travaillent ou qui ont eu l'occasion de participer au dénombrement d'oiseaux d'eau pour cet hiver et qui partagent leur expérience de la participation. Ah oui, et par contre, effectivement, on me dit dans l'oreillette que si vous n'avez pas le son, mais il me semble que c'était sous-titré. Donc voilà, en tout cas, on a deux personnes. Donc, ces vidéos sont disponibles hein, sur la chaîne Vimeo de la Tour du Vala. On pourra aussi les mettre directement dans le chat. Voilà, alors pour rappeler, le projet ressources, c'était quand même coordonné par la FAO, donc l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et le projet MOOC a été coordonné par la FAO, l'OFB et la TDB, et on avait le soutien financier du FFM, de l'UE notamment, et d'autres partenaires après qu'on a réussi à retrouver. Merci beaucoup pour votre attention.
Passons aux questions. Et donc voilà, et donc on est tout à fait disponible pour des questions.